Donc avant d'arriver ici, un parcours atypique, complet, différent. Parlez-nous-en un peu de ce parcours. Vous avez commencé dans le monde des arts. Oui, des arts, de la danse et la musique et la danse, puisque j'ai fait une formation au conservatoire, en partie à Pézenas et après à Toulouse, au conservatoire de Toulouse. Donc j'étais danseuse et chorégraphe pendant près de 20 ans, intermittente du spectacle. Et ensuite, parallèlement à cette formation, tous les matins, à Pézenas, on avait 2 heures de yoga, tous les matins. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler sur mon corps, sur la prise de conscience aussi, puisque c'était une formation en danse contemporaine que j'ai faite. Et le yoga m'a jamais quittée. Il m'a toujours accompagnée tout au long de ma vie, dans tout ce que j'ai pu faire ensuite, autour de la danse, autour du massage, de la diététique, des soins, des pratiques de yoga, de posture, etc. Toute cette philosophie de vie qui m'a accompagnée et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Le monde de la nature était donc déjà, ou la nature, le contact avec la nature et avec son environnement direct, était déjà présent. C'était quelque chose qui vous entourait. Le monde animal aussi était présent. Vous aviez une sensibilité particulière à ce lien? Oui, j'ai toujours eu des animaux de toute façon autour de moi. Mais quand j'étais plus petite, mes parents avaient des chevaux. Ensuite, j'ai grandi avec des chats, des chiens, comme beaucoup, des poules, des canards. Oui, même si mes parents n'étaient pas agriculteurs ou éleveurs, on avait toujours des animaux et j'habitais au bord de la mer, donc toujours dans l'eau et la nature et les poissons. Comment on en arrive ensuite à ce qu'est aujourd'hui la guinguette, avec ce fil, sans jeu de mots, conducteur, qui est la laine, la production de cette laine et la fabrication surtout de vêtements. Comment c'est arrivé ? Déjà, fabrication de vêtements dans le domaine du spectacle, de la danse, on est toujours en train de créer aussi sa propre tenue aussi pour bouger, pour trouver le geste et la fluidité aussi dans le mouvement. Et c'est surtout ces savoir-faire autour de la laine, c'est ma grand-mère qui me l'a transmis. Donc j'ai eu un héritage, ses outils, son savoir. Et quand je me suis mis à retrouver cette odeur, le toucher de cette matière noble, j'avais l'impression que ma grand-mère était toujours avec moi. Voilà. Et donc ça m'est resté. Et ce lieu est dédié aussi à elle, à Mamette, puisque c'est le surnom qu'on lui donnait en tant que grand-mère. Et donc que j'ai eu naturellement en faisant ça, puisque dans ma famille on me disait Mamette sort de ce corps. Non, elle est restée là et j'ai l'impression qu'elle est toujours avec moi. Mais je pense qu'on porte en nous de toute façon tous nos ancêtres, quel que soit l'espace ou le temps, ils sont toujours là. C'est aussi donc un contact avec le monde animal, on y revient, puisque ces vêtements, ils sont faits de laine, et cette laine, elle est produite par des animaux. Et vous avez souhaité avoir un lien direct, alors pas pour peut-être toute la production, ou tout le matériel que vous utilisez, mais une bonne partie est issue d'une production locale. Oui, mon élevage déjà, mes moutons, la laine de mes moutons que je transforme entièrement à la main. C'est pour ma collection qui s'appelle Holda. Holda, c'est une déesse libre et sauvage. Donc tous ces modèles sont imprégnés de cet état d'esprit, toute cette philosophie de vie aussi, ce côté sauvage dans la nature, les montagnes. Et ensuite, la laine qu'on récupère chez d'autres éleveurs, on la fait transformer dans une filature. Et ensuite, avec 2 autres artisans qui travaillent avec moi, on crée une autre collection qui s'appelle BAM. Vous êtes devenue bergère pour le coup? Mais oui, parce que moi, quand je suis un être qui se passionne pour les choses. Et quand je commence à être intéressée par quelque chose, j'aime aller à l'origine, tout comprendre et tout apprendre surtout, même si une vie ne suffira pas pour tout apprendre. En tout cas, faire mes expériences et être au contact aussi des autres qui me transmettent aussi leur savoir, ça m'intéresse. Et la laine, d'où elle vient, était important pour moi. Et j'ai commencé avec 2 moutons, puis 4, puis 6, puis 10. Puis ça m'a un peu dépassé, mon compagnon m'a rejoint et on en a 60 aujourd'hui. Donc, il est berger, vous êtes bergère, il y a ce lien avec... Alors on en avait parlé la dernière fois, ça nous avait marqué qu'effectivement aujourd'hui, tout ce qui est produit de la laine
n'est pas classifié, au fond, c'est considéré comme des rebuts. C'est un déchet surtout. C'est classé par la réglementation européenne en catégorie 3, c'est-à-dire un déchet comme les abats, comme les os. Et c'est plus du tout valorisé et en fait il n'y a même pas de case à laine que je peux cocher à la chambre d'agriculture puisqu'on fait des moutons aujourd'hui soit pour la viande, soit pour le lait, mais pas pour la laine. Donc moi je rajoute cette case et voilà, je ne peux pas en tirer un revenu, c'est juste quelque chose d'accessoire. Ce métier de bergère et de berger, tous les deux, que vous avez, il s'accomplit comment? Alors vous avez appris, mais est-ce qu'il y a des rythmes particuliers puisque là on est sur un élevage qui est destiné à être à la tonte et à la récupération de la laine. Quels sont les grands cycles au fond annuels? On va synthétiser un peu comme ça. Donc déjà au tout début, quand on a déménagé le troupeau, puisqu'on l'avait dans le Gers au départ, qu'on est venu ici à Ariège, on avait pas mal de problématiques d'adaptation au niveau du sol qui était beaucoup plus riche que là-bas, l'altitude. On a choisi des moutons de Ouessant et de Scoud, qui sont des races, des toutes petites races, mais qui feutrent merveilleusement. Donc pour tout le travail du feutrage, la laine aussi, filer la laine de Ouessant, c'est très doux. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ces moutons-là. Et puis parce que petit, je pouvais moi au début les attraper facilement. Hein. Les béliers ils font pas 110 kilos comme la plupart des autres races. Donc déjà, c'était facile pour moi d'avoir des petits. Puis le feutrage m'intéresse aussi dans ce que je travaille, dans les toisons feutrées. Et donc ils sont tombés malades quand ils sont arrivés. Et on a fait venir une vétérinaire du collectif, c'est le GIE Zone Verte. Et c'est des vétérinaires qui sont spécialisés justement dans les soins en phytothérapie, en homéopathie, en huile essentielle. Et donc elle est venue faire un rapport assez important sur notre façon aussi d'élever ces moutons. Et comme elle savait que c'était pour la laine, elle nous a donné beaucoup de conseils pour justement augmenter la qualité de la laine et la façon de nourrir, le pâturage. Et on est tombé dans le pâturage tournant dynamique aussi. Et nos moutons ont été rapidement soignés en homéopathie, en huile essentielle que je distillais dans la bergerie, des tas de choses comme ça, de plantes, de macérat et tout ça. Et donc, elles se sont très bien adaptées depuis. Ça a mis 1 an avant que l'adaptation se fasse. Et aujourd'hui, ils changent de pré régulièrement, on change les parcs. C'est une contrainte, mais il ne reste pas plus de 3 jours dans la même parcelle. Et donc là, les 60 petits moutons de Ouessant et de Scoud pâturent sur 8 hectares, en fait. Voilà. Vous allez augmenter encore le troupeau? Oui, il va augmenter. Mais parce qu'on va augmenter aussi les terres qu'on a, puisqu'on s'est associé avec Emmerich aussi, et on veut prendre d'autres races. Voilà, donc on est en train de réfléchir sur quelle race on pourrait prendre pour avoir aussi de la laine, pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus important au niveau de l'élevage. Voilà. Et puis la transhumance va permettre aussi, le fait qu'elles vont transhumer, de pouvoir bouger aussi, de ne pas rester toujours sur les terres, mais de partir, et donc on peut augmenter le troupeau. Vous évoquez la laine et la qualité de la laine, effectivement, enfin des moutons, qui ensuite va se retrouver sur les vêtements. On évoquait tout à l'heure le feutrage. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur... Mais le feutrage, pour le comprendre, c'est simple. Vous prenez votre pull, vous le mettez dans la machine à laver, pas dans le programme laine, hein, et vous voyez après ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la fibre, en fait. Elle s'agglomère comme ça, elle se resserre, et donc ça fait quelque chose de très compact, très serré, qui protège beaucoup du vent et du froid aussi. Il n'y a pas les mailles comme sur un pull. Et les nouvelles espèces que vous souhaitez faire venir, elles vont participer aussi à ces tissus, à ces matières particulières, avec ces qualités particulières? Oui, pour le filage, surtout. Pour le filage, cette matière première, le feutrage aussi. Mais voilà, c'est pour améliorer aussi notre fil, la qualité, la douceur du fil. Alors, la guinguette de la laine, c'est aussi le navire amiral. Ouais, c'est notre, une nouvelle organisation économique.
pour notre filière laine qui est très difficile justement de vivre que de ça déjà. Et ensuite, pour faire venir les gens là où nous vivons, c'était pas facile aussi de les faire venir jusqu'ici. Et voilà, cette partie économique étant un peu plus difficile pour sensibiliser les gens à la filière laine et à toutes les problématiques, etc. Et leur apprendre aussi ce qu'est la laine, parce qu'en fait, il faut tout réapprendre à la plupart des personnes sur cette matière première qu'on a oubliée. Et le côté salon de thé a fait venir beaucoup de monde, et le bar et le restaurant. Voilà, que nous avons créé et qui se développe très très bien et qui a beaucoup de succès aujourd'hui. C'est une filière autant qu'une communauté que vous avez créée. Oui, c'est la communauté avant tout, elle pourra porter la filière. Parce que la filière, je pense qu'il y en a beaucoup qui œuvrent depuis pas mal d'années et ça n'a pas évolué, c'est toujours là où c'est. 80% de la laine française part en Chine et il n'y a que 4 ou 8% sur le territoire français. Donc c'est pas beaucoup, ça fait 40 ans que ça dure et c'est toujours pareil. Alors on ne va pas suivre ce modèle, on va essayer de suivre un autre chemin, donc créer un autre avec ce lieu, avec justement cette communauté qui s'agrandit chaque jour. C'est une gageure économique. Quelque part, c'est difficile d'arriver à vivre uniquement de cette production de laine. C'est aussi parce qu'il y a tous les produits dérivés derrière qu'on arrive à trouver du sens à l'élevage en tant que tel, ou du moins à lui donner un sens économique. C'est ça. C'est nul. Parce que déjà, moi je suis que cotisant solidaire. J'ai pas assez de terre, j'ai pas assez de brebis. Donc je ne peux pas valoriser ma laine puisqu'elle n'est même pas reconnue. Donc ça, économiquement, c'est nul. C'est quelque chose... et mes brebis naissent et meurent en plus à la ferme. Donc je ne les amène pas à l'abattoir. Et je les vends comme ça, sur pied, vivantes. Hein. Mais toutes elles ont un nom, donc c'est beaucoup d'affection pour mes bêtes. Et donc ça me rapporte rien que le plaisir de les avoir, qu'elles entretiennent aussi mes pâturages, qu'elles entretiennent tout ça, et la laine qu'elles m'apportent. C'est cette reconnaissance aussi de l'animal par rapport à cette matière première. Mais c'est pas du tout, au niveau économique, c'est nul. Oui, il faut impacter en aval sur les vêtements, ce travail de bergère et de berger, pour ensuite impacter sur le prix du vêtement. On en arrive à la fin, avec la fameuse question que vous avez bossée. La question c'est, est-ce que vous avez un animal préféré ou un animal totem? Alors, les deux n'étant pas la même chose, non. Vous avez le droit de répondre. Alors, je vais répondre aux deux. Aux deux questions. Aux deux. Celui qui est préféré, c'est le mouton que j'élève forcément parce qu'il me le rend bien avec sa laine et ce bonheur aussi qu'on a tous les jours de les voir et de les voir vivre et grandir. Et je me suis penchée sur l'animal totem, où je suis allée, ne connaissant pas trop comment je pouvais le trouver, je suis allée déjà sur mon signe astrologique, qui est la Vierge, et la Vierge était associée à l'ours. Et donc, c'était assez rigolo de trouver que je pouvais être animal totem ours. Et j'ai puisé un peu là-dedans, j'ai cherché quelques définitions, et c'est vrai que ça me caractérise pas mal. Sur la force, sur le courage, sur beaucoup de choses aussi, de faire peur à l'homme aussi, et en même temps pouvoir aussi être avec lui dans l'histoire, hein, puisqu'on remonte aussi sur cet animal dans l'histoire, et prédateur du mouton. Et mon compagnon, lui, est loup. Donc en fait, on est ours et loup qui protègent nos moutons. Ça tombe bien parce qu'en même temps, loup, le chien mascotte Lou, elle a entendu Toumaï, son nom. est arrivé sur le plateau.